Bonjour Fabrice Grenard, on se rencontre pour la première fois avec plaisir parce que j'ai suivi vos livres précédents. Cette fois-ci on se rencontre pour la sortie d'un livre aux éditions Vendémiaire qui s'appelle Les Maquisards, combattre dans la France occupée, qui est un livre passionnant parce que ça se lit comme un roman d'aventure quasiment. Pour commencer, comment on peut définir ce qu'est un maquisard ? Alors, le thème de maquisard va apparaître au cours du printemps de l'été 1943 pour définir un phénomène qui est celui de jeunes, le plus souvent concernés par les réquisitions du STO, mais pas que, et qui basculent dans la clandestinité, se cachent dans les forêts, dans les montagnes et se regroupent autour d'un petit noyau pour former un camp. Et ces jeunes, on ne sait pas trop comment les qualifier, donc que ce soit d'ailleurs la résistance, mais aussi l'administration de Vichy, tout le monde va utiliser ce terme de maquisard en référence en fait à ce qui se passait en Corse, c'est-à-dire ces personnes recherchées par les forces de l'ordre qui prenaient le maquis, végétation méditerranéenne, pour se cacher et pour aussi, depuis leur cache, organiser des raids, des vols, des pillages, voilà. Donc s'imposer comme celui, par exemple, de partisan. Le terme de partisan est utilisé pour qualifier un phénomène de nature à peu près identique dans les Balkans ou sur le front de l'Est. Voilà. Alors, on a aussi une espèce d'idée reçue que les maquisards existent dès le début de la guerre. Or, vous démontrez que c'est totalement faux. Pourquoi il n'y a pas de maquis dès le début de la guerre alors qu'il y a des résistants assez vite finalement ? Alors, c'est une différence considérable avec ce qui se passe dans les Balkans. Capitule, dès que l'armée régulière dans ces pays capitule, on a des unités militaires qui partent dans les montagnes avec leur armement et qui deviennent des bandes de partisans, immédiatement. En France, effectivement, il y a un écart important entre la défaite de 40 et l'émergence des premiers maquis au cours du printemps et de l'été 1943, qui s'explique à mon sens par le contexte même de la défaite. Cette défaite en France n'avait pas été pensée, anticipée, tellement elle était surprenante. La France était une grande puissance, elle ne devait pas normalement s'effondrer en quelques semaines face à l'Allemagne. Alors que des pays comme la Grèce ou la Yougoslavie, la défaite de ces pays était plutôt écrite à l'avance. Donc, dès le départ, on avait pensé la nécessité de continuer le combat par la guérilla, par la résistance armée. En France, pas du tout. Et en France, la résistance, effectivement, se développe assez tôt. Dès la fin 40, on a des organisations, le réseau du Musée de l'Homme à Paris, par exemple. Mais ces organisations ne peuvent pas basculer dans la lutte armée parce qu'il n'y a pas d'armes, parce qu'il n'y a pas de militaires pour encadrer les choses. L'armée de Vichy, elle est plutôt légaliste, c'est-à-dire qu'elle obéit au maréchal Pétain et elle respecte l'armistice. Donc la résistance, au départ, c'est distribuer des tracts, faire de la presse clandestine. Ce n'est pas penser la lutte armée. D'ailleurs, lorsque les communistes seront les premiers disant que c'est une stratégie qui ne sert à rien parce que militairement il n'y a pas les moyens de mener la lutte armée et en plus c'est une stratégie qui est trop risquée par rapport au risque de représailles sur la population civile. Il y a un exemple qui est très révélateur de cela, c'est qu'il y a quand même des gens dans leur coin qui pensent dès 41-42 la possibilité de développer des réduits pour servir de base à la lutte armée. Et on a le projet Vercors, par exemple. Pierre Dalloz, un montagnard, pense dès 1941 la possibilité d'utiliser le plateau du Vercors comme une zone de repli pour des unités de la résistance armée. Le projet est très beau sur le papier. Il est tellement beau qu'il séduit même Jean Moulin, qu'il séduit Londres. Et Jean Moulin demande à son secrétaire Daniel Cordier, on est à la fin de l'année 42, demande à Cordier comme un réduit. Cordier, sur le plateau, rencontre ceux qui ont pensé le projet et il leur dit
la chose suivante, tout ça est bien joli, c'est effectivement intéressant, mais avez-vous des troupes? Et là, la réponse est, eh bien non, nous n'avons pas de troupes. Et ce même Cordier, quelques mois plus tard, apprend que ces troupes, des réquisitions pour l'Allemagne. Alors, les premiers maquisards, donc, qui sont des requis qui échappent à la réquisition ou STO, ne sont pas des combattants, ce sont des civils. Est-ce qu'ils ont des formations militaires? Comment ils vont se transformer eux-mêmes en combattants et en maquisards? Alors, peut-être juste revenir sur le contexte de la naissance des premiers camps. Effectivement, les premiers camps de l'été 1943. On a souvent fait le lien entre le STO et la naissance des maquis. C'est un lien qui existe, mais en réalité, les choses sont plus complexes. D'abord parce que dans beaucoup de territoires, le STO ne déclenche pas du tout de maquis. En Bretagne, par exemple, les premiers maquis n'apparaîtront qu'à partir du 6 juin 1944, voilà, donc bien après le STO. En zone sud, effectivement, on voit une forme de concomitance, mais à mon sens, l'élément le plus déterminant, c'est pas tant le STO que l'invasion de la zone sud par les forces d'occupation allemandes. Parce qu'à partir du moment où les Allemands sont en zone sud, la zone sud cesse d'être une sorte de zone refuge pour un certain nombre de catégories. Les anti-nazis allemands, autrichiens, qui étaient réfugiés en France depuis les années 30, et toutes ces catégories se sentent menacées dès novembre 1942, dès l'arrivée des Allemands en zone sud. Et on a donc comme ça, eh bien, des gens qui voient leur situation se compliquer et qui font le choix d'aller se cacher dans des zones rurales. C'est Guingouin, en Haute-Vienne, militant communiste. Ce sont les anti-nazis allemands des Cévennes. Ce sont quelques juifs aussi qui vont créer des maquis juifs. Ou ce sont des officiers de carrière en Haute-Savoie qui cachaient des armes, qui ne prenaient pas trop de risques jusqu'à ce que les Allemands arrivent et qui, à partir du moment où les Allemands arrivent, sont obligés de basculer dans la clandestinité. On a ce phénomène-là. Et d'un autre côté, on a effectivement l'adoption du STO février 1943, et peut-être même avant ça, on oublie toujours la loi du 4 septembre 1942, c'est les premières réquisitions sur critères professionnels en faveur de l'Allemagne. Et donc là, on a des gens qui ne veulent pas partir travailler en Allemagne, se cacher chez des amis à la campagne, aller voir une vieille grand-mère dans le Limousin, etc. Quelques personnes n'ont pas cette solution individuelle. Donc ils vont chercher un moyen plus collectif de se cacher en se regroupant dans des camps, des bergeries, des fermes abandonnées, des granges. Et le maquis naît véritablement lorsqu'il va y avoir rencontre entre le petit noyau de résistants qui avaient commencé à se cacher pour échapper à la répression à partir de 1942 et ces jeunes volontaires qui finalement arrivent parce qu'ils ne veulent pas partir travailler en Allemagne. Et lorsque la greffe se crée entre les deux, les résistants entraînent les réfractaires et cela donne naissance aux maquis les plus importants en général. Tous ces jeunes, j'imagine qu'ils arrivent avec des habits de ville quasiment, ils n'ont pas de pull, pas de chaussures, évidemment pas d'armes. Comment va s'organiser les premiers temps du maquis? Parce qu'on est aussi au printemps, donc il fait encore beau, il fait pas encore froid. Oui, il y a effectivement plusieurs problèmes, et c'est ça qui rend l'expérience maquisarde quasiment unique en réalité. Ces jeunes qui arrivent au maquis, dans leur très grande majorité, n'ont pas les conditions requises pour devenir des maquisards. Il y a effectivement la question de la formation militaire. Vichy ayant supprimé le service militaire, les jeunes maquisards de 20 ans en 1943 appartiennent en fait à la première génération qui, depuis 1870, n'a pas connu le service militaire. Donc n'a pas appris à se servir d'une arme, n'a pas appris à défiler au pas, n'a pas appris les stratégies de base sur le plan militaire. Ni même, j'allais ajouter, à obéir, parce qu'ils
Ça aussi, on découvre dans votre livre que c'est pas quelque chose. C'est un problème parce que à partir du moment où ils sont dans un camp, ces jeunes qu'il va falloir former de devoir se battre quasiment du jour au lendemain si le camp est attaqué. Mais c'est pas le seul problème, parce qu'ils ne veulent pas partir en Allemagne, ils travaillent dans les usines et ils se retrouvent dans un milieu qui leur est totalement inconnu. La montagne, l'hiver skier pour se déplacer, tout ça donc rend effectivement le ville et avec très peu d'équipement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au tout début, il faut bien le dire, très peu de gens croient à la possibilité d'utiliser les maquis, notamment au sein de la résistance, que ce soit au sein de la résistance intérieure ou au sein de la résistance extérieure à Londres. Lorsque Jean Moulin apprend que des camps se développent, il n'a pas du tout l'intention de leur envoyer de l'argent, parce que pour lui, c'est un peu de l'argent gâché. Et au début 1943, pour encadrer les premiers camps de maquisards, il répond « mais je ne vais pas sacrifier mes hommes, c'est-à-dire son réseau d'officiers qui ont basculé dans la clandestinité, pour des veaux. Ça ne sert à rien ce que vous me demandez là. » Donc au départ, très peu sont ceux qui croient à la possibilité d'utiliser les maquis, à l'exception de quelques personnalités, comme Henri Freinet par exemple, qui voient très vite que les maquis sont une façon pour la résistance de se doter de troupes qu'elle n'avait pas jusqu'alors, et c'est une façon aussi pour la d'avoir l'équivalent des forces françaises libres pour la résistance extérieure. Et ça, c'est très important au début de l'année 1943, alors que les tensions sont très fortes entre Londres et les chefs de mouvement en métropole sur l'avenir de la résistance. À Londres, on voudrait unifier toute la résistance derrière le général de Gaulle, c'est la mission Moulin, ce sera le CNR, mais beaucoup de chefs de mouvement de la résistance renaclent à cela parce qu'ils considèrent que de Gaulle est en train de confisquer la résistance. Et certains de ces chefs, comme Freinet, se disent, si on a des troupes avec nous, en ordre, si on peut peser dans les combats de la libération, peut-être qu'on pèsera davantage face à de Gaulle que si on se contente de diffuser de la presse clandestine et des tracts clandestins. Oui. Le jeu politique, ça va même très loin, puisque alors que Londres refuse dans un premier temps de donner de l'argent pour permettre le développement des maquis, Freinet, qui croit qu'il est important de développer les maquis, est prêt à utiliser une autre filière, la fameuse filière suisse, qui consisterait à demander aux Américains de l'aide. Mais en faisant ça, Freinet place une partie de la résistance intérieure en dehors de la France combattante, de la France libre. Et pour les gaullistes, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. C'est une des raisons d'ailleurs qui expliquera que, après plusieurs semaines de crise intense, finalement un accord est trouvé, on va décider d'encadrer, qu'il faut le faire. La résistance, il y a tout intérêt. Il ne faut pas non plus laisser le champ libre aux communistes, qui eux ont très vite compris la nécessité de développer les FTP dans les campagnes. Donc il ne faut pas laisser le champ libre aux communistes. Il ne faut pas laisser non plus ces réfractaires sans encadrement parce qu'ils pourraient se livrer à des actions inconsidérées. Tout un appareil qui est mis en place pour permettre d'encadrer les maquis. C'est ce qu'on appelle le service national maquis. Et c'est là que, progressivement, avec une chronologie toujours fluctuante et différente selon les conditions locales et les territoires, mais c'est là que progressivement on passe de ce que certains appellent parfois simplement des maquis refuges à des maquis combattants. Pour l'instant ils ne combattent pas encore, plus mais aguerris, au moins encadrés d'ici. En vous écoutant, j'ai deux questions. Est-ce qu'on sait, parce qu'ils beaucoup ont écrit des journaux, des choses comme ça, est-ce qu'on sait, est-ce qu'ils savent plutôt ce qui les attend? Est-ce qu'ils ont une conscience ou est-ce que c'est une espèce d'aventure? Et l'autre question, c'est parce qu'il y a des maquis un peu partout, souvent très petits, avant de devenir plus gros, mais comment tous ces gens-là communiquent? Est-ce qu'ils communiquent entre eux? Est-ce qu'il y a des émissaires? Est-ce qu'il y a une sorte de maillage maquisard qui permet de tous ces gens-là de se connaître? Alors, sur l'état d'esprit, ce que savent les volontaires qui rejoignent les camps. Et c'est là que la chronologie, mais comme toujours en histoire, est très importante. Parce que
très vite, après la guerre, il y aura cette image qui va se développer, et qui est parfois reprise d'ailleurs par certains historiens, d'abord de se cacher, plutôt que de combattre, partir en Allemagne, que par intérêt collectif, combattre pour la résistance. Tout ça a pu jouer vraiment, effectivement, dans la première génération de maquisards, mais tout ça ne joue plus dès la fin du printemps 43. Et c'est là où la chronologie est importante, c'est-à-dire que ça ne dure pas très longtemps quand même. Parce que dès la fin du printemps 43, avec la mise en place de structures d'encadrement des camps, quelqu'un qui vient au maquis sait très bien à quoi s'attendre. Et on le voit dans tous les témoignages qui ont été laissés par des maquisards qui s'enrôlent à cette époque-là. Écoute, tu peux nous rejoindre, mais sache que tu risques d'y laisser ta vie. Sache que ça va être très dur. Sache qu'il faudra arrêter. Voilà. Et toute personne qui ne respecterait pas cela devient immédiatement un déserteur et passible de la cour martiale. Et d'ailleurs, on le voit, dans chaque zone de maquis, il y a eu, soit ils ont essayé de déserter, soit simplement pour imprudence. On a des cas de... L'extérieur comprenait finalement assez vite l'importance de ces maquis, de les encadrer pour connaître, encadrer, contacter tous ces maquis qui sont d'abord discrets, secrets et qui sont disséminés dans presque tout le territoire. Il est chargé de prendre en charge, donc ça c'est pour les maquis non communistes, de prendre en charge écoles de cadres qui sont développées à partir de l'été 1943. Et puis il faut aussi faire le lien avec Londres, puisqu'il y a la question des parachutages. Et donc, il faut pouvoir organiser des parachutages à destination des maquis. Les communistes ont une organisation similaire avec les FTP, francs-tireurs et partisans, là aussi, organisation très structurée, avec des gestions. Tout ça semble très cohérent, avec une organisation, avec des responsables régionaux, départementaux, avec des systèmes de liaison qui sont censés fonctionner. Sur le terrain, cela marche de façon très différenciés, parce qu'effectivement, autant on peut avoir des maquis très bien intégrés dans ces organisations, autant du fait du contexte de la clandestinité, on a aussi des maquis qui en réalité restent totalement autonomes et isolés, et vivent un petit peu quelque part sur le pays, en ayant recours au système DE, aux réquisitions, etc. Voilà, donc on a des situations très, très différentes. Il y a des pages qui sont très émouvantes et très fortes sur la vie quotidienne de ces hommes, qui donc arrivent dans les maquis habillés avec souvent un costume et des chaussures de ville, qui vont se retrouver en montagne ou en forêt ou dans des endroits très isolés, et sur leur vie quotidienne. Et c'est une vie j'allais dire, pour faire une sorte de jeu de mots, qu'on n'envie pas du tout, parce qu'ils n'ont pas de nourriture souvent, ils ont des conditions sanitaires déplorables, même des conditions morales extrêmement difficiles à supporter. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Parce que c'est des choses qu'on n'imagine pas, on a l'impression que ce sont des héros qui passent leur temps, les armes à la main, à attaquer des Allemands. Or, ça n'arrive pas souvent. Oui, là aussi, il y a un décalage peut-être entre la vision qui va se développer au bain des bois, quelque part, et puis lorsqu'on creuse un peu, lorsqu'on regarde les témoignages de ces jeunes, on se rend compte que les choses étaient très difficiles. Je pense à ce maquisard de Haute-Vienne qui rappelle dans son témoignage que vivre au fond des bois n'était vraiment pas drôle, surtout quand on a 20 ans. Les filles, on aime fumer, on aime boire, voilà. Et tout ça évidemment disparaît au maquis. La forêt, la montagne, donc même l'été, à 1500 mètres d'altitude, il peut la nuit parfois faire un peu frais. Et alors l'hiver, là, n'en parlons pas, parce que l'hiver, c'est le gel, c'est la neige, les communications qui deviennent impossibles lorsqu'il y a 2 mètres de neige. Et puis il y a ce fait que ce phénomène maquis étant apparu de façon un petit peu spontanée, il n'a pas été préparé, anticipé. Et donc effectivement, les premiers camps n'ont pas l'équipement qui permet d'avoir le minimum, que ce soit sur le plan vestimentaire, sur le plan de l'alimentation, ou sur le plan des équipements, je ne sais pas moi, les chaussures, sacs à dos, enfin tout est un problème.
Oui, mais même avoir un toit sur la tête, c'est un problème. Voilà, même d'avoir effectivement un toit sur la tête, parce que même isolé, c'est mal couvert, donc la pluie tombe, voilà. Et là, les jours où ils sont mouillés par la pluie, ou ils font une mission de ravitaillement, ils sont obligés de traverser une rivière ou un fleuve, ils sont mouillés, ils n'ont pas d'autre solution. Celui qui fait ça le mieux, c'est Henri Romand-Petit dans l'Ain, qui dès septembre 1943 parvient à s'emparer des stocks des chantiers de jeunesse à Artemar. Et donc il réussit à récupérer pour ces hommes plusieurs tonnes de vêtements, de stocks de nourriture, etc., qui vont permettre à ces hommes de tenir l'hiver, à la fois avec une alimentation convenable, et puis aussi avec des blousons, avec des équipements. Voilà. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si ce maquis de l'Ain va devenir l'un des plus efficaces et des mieux organisés, qui ne peuvent pas se livrer à ce genre de réquisition, donc où l'équipement reste se livrer à des opérations, non pas auprès des institutions vigistes, mais des particuliers, parce que c'est plus facile. S'emparer d'un stock des chantiers de jeunesse, ça veut dire qu'il faut avoir les moyens de tenir la place, de les transporter, d'annihiler les gardes qui seront là. Enfin voilà, c'est une vraie opération militaire en fait. Le petit maquis qui n'a pas les moyens d'organiser cela, ben, il va aller chez les fermiers du secteur pour parfois se livrer à de simples opérations de vol. Mais du coup, ça passe aussi beaucoup moins bien dans la population parce que, voilà, peut-être c'est une autre thématique, mais c'est un enjeu dans les rapports que nous, les maquisards, avec... qu'on découvre dans votre livre, c'est les rapports extrêmement variés, d'ailleurs qui évoluent au cours du temps, qui ne sont pas toujours les mêmes avec les populations qui vivent, les boulangers dans les villages. Tous ces gens-là forment une sorte d'écosystème avec le maquis. Donc il y a des écosystèmes qui fonctionnent volontairement, où les gens des villages, des paysans aident les maquisards. Mais comme vous le disiez, il y a des maquisards qui très très rares. Mais tout ce petit monde doit vivre en relativement bon, où la milice ne va pas forcément chercher où est la vérité. Les boulangers, les paysans risquent presque autant que les maquisards. Exactement. Là aussi, il y a une vision qui s'est développée à la fin de la guerre, à travers certains témoignages. Celui de Georges Guingouin, par exemple, qui expliquait « Moi, j'ai toujours évolué comme un poisson dans l'eau, dans le secteur qui était sous mon contrôle », en reprenant d'ailleurs ces théories révolutionnaires qu'avait pu développer Mao Tse-tung lors de la Longue Marche en Chine au milieu des années 30. En réalité, lorsque l'on regarde les choses de près, en avril 1943, il n'y a que 2 personnes du canton qui connaissent l'emplacement du maquis. 2 personnes, et qui aident effectivement ce maquis. Pourquoi ? Parce que il faut avoir totalement confiance dans les soutiens, et le risque principal pour ces premiers maquis qui apparaissent, c'est la délation. D'ailleurs, et là aussi c'est intéressant, le fait même que les maquisards se cachent à l'extérieur, comme ça pouvait se passer dans les Balkans par exemple, c'est bien la preuve qu'il y a une méfiance à l'égard beaucoup. Et de fait, on assiste à beaucoup de camps. C'est parce que souvent le maquis apparaît comme un élément trop entreprenant. Forcément, cela risque d'attirer des représailles pour faire en sorte qu'elle cesse d'apporter ou qu'elle n'apporte pas son aide au maquis. Donc on voit que dans un premier temps, la situation est complexe. En même temps, quand on regarde les rapports d'opinion, l'opinion est plutôt favorable aux maquisards. On soutient, voilà. Mais pour résumer, on pourrait dire que dans la majorité des cas, les Français de la période, ils soutiennent le maquis tant qu'il n'est pas à 10 km de chez eux. Voilà, c'est ça le problème. Parce que là, ça devient 44. Et à partir de la grande mobilisation qui se développe dans le cadre des combats de la libération, là, la population, elle est totalement en faveur du maquis. Et les maquisards vont pouvoir compter effectivement sur le soutien des populations locales, mais parce que le contexte est maintenant précis. On sait que le débarquement a eu lieu, on sait qu'on est dans le cadre d'une guerre de libération, etc. Alors que, 6 mois plus tôt, beaucoup de gens
freinent un peu à s'engager, parce que l'avenir reste totalement incertain. Oui, et que les maquisards sont quelquefois imprudents et peuvent attirer, même sans dénonciation, Alors, ils peuvent attirer... Oui, ça, ils pourront aussi être imprudents après le 6 juin 1944. Absolument, on va en parler d'ailleurs. Parce qu'on évoque beaucoup de choses dans votre livre, on lit avec plaisir, c'est bien écrit, c'est très, très incarné. Avant de passer au côté militaire du maquis, on peut faire une petite transition en parlant de deux grandes figures maquisardes, de deux grandes figures maquisardes, qui sont Tom Morel, qui a un destin tragique au maquis, et Georges Guingouin, qui lui qui est le maquisard, quasiment, l'exemple du maquisard, qui a une destinée compliquée au Parti communiste. Mais ces deux figures du maquis, je trouve, qui incarnent bien les deux pôles. Oui, on a là deux figures du maquis qui en plus sont deux trajectoires totalement différentes. Tom Morel, c'est le Saint-Cyrien, c'est l'officier de carrière, c'est quelqu'un de plutôt conservateur, de très catholique, mais aussi de très patriote. Novembre 1942, l'occupation de la zone sud, parce que depuis 1940, Tom Morel se livre, mais comme d'autres officiers dans l'armée d'armistice, à du camouflage des armes, en se disant peut-être qu'un jour une guerre de revanche sera possible. Donc il pense là, il bascule dans la clandestinité. Il bascule dans la clandestinité et avec le commandant Valel-Dozia, donc il développe en Haute-Savoie l'armée secrète. Dans un premier temps, Tom Morel ne croit pas à la possibilité d'encadrer les maquisards. Pour des raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, ces maquisards n'ont pas d'expérience, il n'y a pas d'armes. Mais les choses changent à la fin 1943 et au début de l'année 1944 parce que Churchill a promis d'intensifier les parachutages à destination des maquis. La date du débarquement commence à se rapprocher. Oui. Churchill voudrait aussi allumer l'été qu'elle se porte trop vite en Italie. Et là, Tom Morel comprend que le contexte change, que si les maquisards ont des armes, ils pourront les utiliser. Et donc il accepte de devenir le chef du maquis des Glières en janvier 1944. Mais en réalité, parce qu'il est officier, il va changer le maquis de nature. Parce qu'en décrétant la mobilisation sur le plateau des Glières, donc à 1500 mètres d'altitude, 400 maquisards à peu près qui vont monter sur le plateau entre janvier et mars 1944, mais ce maquis cesse d'être un maquis. Tom Morel veut en faire un bataillon d'une nouvelle armée française. Oui, c'est ça. Et donc il multiplie les symboles, le port de l'uniforme, une hiérarchie très stricte, le lever des couleurs, l'organisation en sections. Voilà. Et en réalité, pour lui, on n'est plus dans le maquis. On est dans le cadre d'une armée clandestine. Et tout ça va très mal se terminer, parce que, d'abord, il faut rester le plus longtemps possible pour récupérer les armes qui vont être parachutées. C'est ça le sens des Glières. Mais c'est compliqué, on est en plein hiver, les parachutages ne viennent pas aux dates prévues. Ensuite, récupérer les armes tombées avec 2 mètres de neige, voilà. Et puis le plateau progressivement bouclé, encerclé par les forces de l'ordre, françaises d'abord, puis allemandes. Et Tom Morel, dans un premier temps, lui, va tomber lors d'une sorte de... Il avait l'esprit d'offensive. Donc, avant qu'on ne l'attaque, il a voulu attaquer. Et il s'attaque à l'état-major des GMR, et l'officier des GMR qui était là, avait caché sur lui une arme, et il va abattre Tom Morel à bout portant. Et la mort de Tom Morel complique l'histoire du maquis des Glières, parce qu'elle intervient à un moment donné où il fallait prendre la décision. Est-ce qu'on reste ? Un autre chef arrive, le capitaine Angeau, mais il est trop tard, le plateau est encerclé, les Allemands sont là, et Angeau cherchera à organiser un repli dans les meilleures conditions possibles. Oui, parce que ce maquis des Glières, on voit que les Allemands le prennent quand même très au sérieux. Bon, la milice arrive, mais sa valeur militaire est quasi nulle. Mais les Allemands le prennent très au sérieux, parce qu'il y a des moyens importants qui vont être mis en route et mis en œuvre. Oui, le maquis des Glières marque véritablement le tournant. Jusque-là, les Allemands s'en moquaient un peu des maquis, honnêtement. C'était
des unités sans armes, qui menaient quasiment aucune action, qui se développaient très loin des garnisons allemandes ou des axes de communication. Le danger n'était pas là. Évidemment, ça change, oui, ça change tout. Oui. Et à partir du moment en plus où ils apprennent que ces maquisards sont encadrés par des officiers d'active, des chasseurs alpins qui connaissent bien le terrain, bien sûr que le danger devient plus important. D'où la volonté, effectivement, de réduire ce plateau des Glières. Avec Georges Guingouin, on a donc une autre figure du maquis. Il se fera d'ailleurs appeler lui-même le préfet du maquis. Mais on est là plutôt dans l'univers communiste, maquis, FTP. Georges Guingouin n'était pas localement un inconnu. C'est quelqu'un qui, avant la guerre, avait eu des responsabilités régionales au sein du Parti communiste limousin. Il était aussi instituteur, donc il avait un réseau local très ancré. Il n'avait pas de formation militaire, il n'était pas soldat. Si, Georges Guingouin, il a fait son en 1939, donc il a participé à la drôle de guerre et au combat de 40. Donc il avait une petite expérience militaire, mais ce n'était pas un officier de carrière, donc ça n'avait rien à voir avec quelqu'un comme Tom Moret. Georges Guingouin fait partie de ces militants qui, au lendemain du pacte germano-soviétique et de l'interdiction du parti par le gouvernement Daladier, restent fidèles à l'appareil. Il tente d'ailleurs, lors de la drôle de guerre, de faire passer dans son unité des tracts, des numéros de l'Humanité clandestine, etc. Et après la défaite, il est démobilisé, il revient en Haute-Vienne et immédiatement il se remet à la tâche, c'est-à-dire rédiger des tracts clandestins dès 40-41. Et d'ailleurs, il se cache pour échapper à la police de Vichy, où des militants communistes au début de la période agissent plutôt dans un univers urbain. En avril 1943, Georges Guingouin va fonder, au lieu-dit de la Croix-Chevaux, dans la forêt de Châteauneuf-la-Forêt, au pied du Mont Gargan, va fonder son premier camp. Ils ne sont pas beaucoup au départ, ils sont 5. Ils fondent un camp parce que la zone sud est occupée, la répression ne cesse de se renforcer, et donc continuer à être hébergé chez des membres de son réseau, c'est mettre en danger ces gens-là. Alors que aller dans un camp, ça évite justement de... Ils sont 5, mais très vite, eh bien, le maquis se développe. À la fin du printemps, ils sont une vingtaine, et au début, n'a peut-être pas une expérience militaire très développée, mais par contre a une expérience en matière d'organisation, parce qu'il est issu du Parti communiste, parce qu'il était secrétaire de mairie avant, et donc il a reçu dans le cadre de ses études une formation un peu administrative, donc il pense très vite organisation, d'où la volonté de se faire appeler préfet du maquis. Le maquis, c'est pas l'anarchie, c'est pas le désordre, au contraire, c'est un contre-pouvoir qui incarne une nouvelle forme de légitimité. Et donc ces lois concernent en plus des choses du quotidien, les prix, le ravitaillement, les réquisitions, etc. Et peut-être aussi parce qu'il est conscient de sa faiblesse et de ses limites sur le plan militaire, Guingouin ne cherche pas l'affrontement avec les Allemands. Donc il préfère, plutôt que concentrer ses hommes, les dismobilisations. Le maquis Guingouin est l'un des plus importants de tout le Limousin, ce qui permet à Guingouin de devenir le chef départemental des FTP. Et puis un peu plus tard, chef départemental des... C'est ça le grand paradoxe de la période. Il y avait un officier du SOI, donc service secret britannique, dans un maquis. Le 14 juillet 1944, Guingouin bénéficie d'un très grand parachutage à destination de ses hommes. Mais quelques jours plus tard, les Allemands encerclent son affrontement direct. Pendant 3 jours, le maquis va affronter les Allemands avant de décrocher, parce que les maquisards restent moins bien équipés, il n'y a pas d'armement lourd, etc. Mais cette bataille du Mont Gargan est souvent mise au crédit de Guingouin comme l'une des rares victoires des maquisards sur les forces allemandes, ce qui doit être un peu nuancé, mais au moins son maquis n'a pas été en août 1944 pour libérer Limoges. Et de fait, c'est bien le maquis Guingouin qui... centaines de kilomètres. Oui, même à Limoges, si je me rappelle bien, il prend des dispositions contre des maquisards qui font des rapines, qui volent, qui pillent. Il va mettre de l'ordre dans tout ça et expliquer que le maquis, c'est surtout pas ça. Le maquis, c'est pas la réquisition forcée. Le maquis, c'est l'ordre républicain quasiment. Il y a 2 enjeux. Sous l'occupation, il fallait répondre à la propagande de Vichy.
Vichy, notamment par l'intermédiaire de Philippe Henriot, a essayé de discréditer les maquis dans l'opinion. De même qu'ils ont essayé de discréditer les résistants avec la fiche rouge, par exemple. Le discours de Vichy sur les maquis, c'est de dire les chefs de maquis savent très bien qu'ils ont besoin de l'appui des populations, il faut essayer de les rassurer, ces populations. La population que le maquis est un contre-pouvoir organisé. Et puis lorsqu'arrive à penser les prochaines élections, à penser une éventuelle prise du pouvoir, etc. Or, les historiens savent aujourd'hui que une prise du pouvoir par les communistes en 1944, comme ça a parfois été dit, c'est du pur fantasme. Ça n'a jamais été à l'ordre du jour. En revanche, le fait de occuper le plus de postes possible sur le plan local, etc., là, c'est bien un objectif. Des terres ni des entreprises, et que oui, toute personne un peu indisciplinée risque la cour martiale. Non, mais ça, c'est quelque chose de très intéressant, c'est que le maquis a toujours, et après sur la difficulté d'écrire l'histoire du maquis, mais voilà, c'est un objet qui est très plastique et qui se développe dans des milieux reculés, isolés, et qui a toujours échappé quelque part d'otage dans une région. Les gens diront « Ah ben c'était le maquis », alors que pas du tout, ça pouvait être un corps franc. Dès le départ, ce côté légendaire, ce fantasme qui a entouré le maquis, et qui ensuite pour alimenter la légende noire du maquis, bien sûr. Le maquis qui aurait favorisé un climat de guerre civile en France, qui aurait favorisé de nombreuses exécutions sommaires, des règlements de comptes, etc. Après avoir parlé de deux grandes figures du maquis, c'est une vaste question. Oui. Et en réalité, qui est pas parce que le cœur du problème, c'est que le maquis, il a une dimension d'abord symbolique. C'est par le seul fait d'exister qu'il est important. Alors qu'une autre vision possible aurait été que les jeunes Français attendent bien sagement d'être libérés par les forces alliées. Ouais. Le problème de l'efficacité militaire, c'est que les communications, les transports allemands, en obligeant les Allemands à maintenir dans certaines régions des garnisons importantes, alors que ces troupes, ça s'est terminé en catastrophe. Parce que parce que les Allemands avaient des blindés, avaient de l'aviation, avaient des armes lourdes, et les maquisards n'avaient que quelques mitraillettes. Le Limousin, pour empêcher que le maquis du Limousin ne forme un réduit, la ville de Tulle a été attaquée, la garnison allemande de Tulle a été attaquée 2 jours plus tôt par les maquis FTP de Corrèze, qui sont sur le point d'ailleurs de prendre la ville. Vous avez le Mont Mouchet, tentative là aussi d'affronter frontalement les Allemands au Mont Mouchet avec le colonel Gaspard qui se termine mal. Le Morbihan a été un échec. Le Vercors, bien sûr, sera un échec terrible avec les massacres de Vassieux. Donc on le voit à chaque fois, c'est une catastrophe. Mais il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque, parce qu'on pourrait se dire, passé en mai-juin 40, l'armée allemande va s'effondrer en 3 semaines. Ce qui initial qui était de dire les Alliés débarquent, on se soulève parce qu'ils vont être là dans 2 jours, serait beaucoup plus important, notamment d'envoi de troupes aéroportées. Pour venir des troupes les autres de arrivent. Conséquence. Et le malentendu est là parce que quand, en revanche, on regarde les instructions qui sont données aux officiers qui vont dans les maquis, comme le Vercors, ou les instructions données par l'état-major allié sont très claires. Vous ne faites que de la guérilla. Il est hors. Ah, mais le Vercors a été abandonné par les Alliés parce qu'on nous avait promis et c'est jamais arrivé. Un rôle très important dans de nombreux territoires. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a... Bon, nous on a parlé beaucoup de maquis de montagne, de forêt, mais qu'à partir de juin 1944, il y a des... Développe sur tout le territoire, sauf dans les grandes zones urbaines qui progressent le long de 2 grands axes. Le long de la Seine depuis la Normandie et surtout le long du Rhône depuis le débarquement de Provence. Et là, les maquis, dans le secteur du Rhône, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils harcèlent les Allemands qui se replient, ils encerclent des petites garnisons pour les isoler et empêcher qu'elles puissent se replier avec le gros des troupes, et surtout, ils guident les Alliés qui ne connaissent pas le terrain
dans leur progression. Ils font la même chose le long de la vallée de la Seine, même s'il y a beaucoup moins de maquis. Le plus vite possible en Allemagne, à Berlin. Donc ils suivent 2 axes, mais il n'est pas du tout question pour eux d'envoyer des troupes dans le sud-ouest. C'est une perte de temps. Et là, dans le sud-ouest, les maquis ont l'arrivée des Alliés. Et puis des grandes villes, avec des grosses garnisons allemandes. Exactement. Oui. Parce que votre livre, c'est un gros livre très copieux, très dense. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir et à connaître, parce que finalement, on sait peu de choses sur les maquis. Mais en introduction de votre livre, vous expliquez que c'est la... Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, depuis 1945, 44, en tout cas 45... Je rectifie un peu, je ne pense pas dire que c'est la première grande synthèse sur les maquis, parce que c'est juste une question de mots. Des synthèses sur les maquis, il en existe déjà. Il y a eu un ouvrage de Stéphane Simonet, par exemple, aux éditions Belin, ou un ouvrage de Pierre Montagnon. Mais ce sont des ouvrages qui abordent toujours la question des maquis sous l'angle un peu militaire. L'objectif, c'est de raconter les grandes batailles auxquelles ont participé les maquis. Lierre, Vercors, Noumouchet, les combats de la libération, etc. Moi, mon objet, c'est un peu différent, puisque je ne m'intéresse pas tant aux maquis qu'aux maquisards, c'est-à-dire aux hommes qui étaient dans les maquis. Et j'ai essayé d'écrire une histoire à la hauteur de ces hommes. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'état d'esprit, sur les conditions d'existence, sur l'épreuve du feu. Je pense que ça n'avait jamais été fait avant, d'abord parce que c'est un très gros travail, moi j'ai mis 10 histoires à l'autre. Or, quand on regarde l'historiographie des maquis, on voit que c'est une histoire très locale. Moi, il se trouve que j'ai d'abord commencé à travailler sur le maquis Limousin, le maquis de Georges Guingouin. J'ai écrit un ouvrage sur Georges Guingouin, un ouvrage sur Tulle également. Et puis, j'ai travaillé ensuite progressivement sur d'autres territoires, la Haute-Savoie par exemple, l'Ain. Et je me suis rendu compte que les choses étaient extrêmement variables d'un territoire à l'autre. Et que ce phénomène qu'on a varié selon les territoires, mais aussi, j'ai vraiment essayé d'insister là-dessus dans mon livre, selon les contextes. L'expérience au maquis n'est pas la même au printemps 43, c'est des choses très, très différentes. Et donc j'ai essayé de rendre ça à travers, sans les vexer, parce que à l'égard de ces témoignages, on est obligé d'avoir une distance un peu critique. Et en même temps, les archives aujourd'hui sont toutes ouvertes. Et pour travailler là-dessus, il faut par exemple avoir accès à des dossiers un peu sensibles, archives judiciaires, archives de police, de gendarmerie, qui n'étaient pas si accessibles que ça il y a 20 ans encore. Aujourd'hui, on peut utiliser ces fonds, et ce sont des fonds incontournables si on veut comprendre de l'intérieur ce qu'est. Parce que s'ils faisaient ça, que ces notes tombaient dans les mains ennemies, c'était une menace pour toute l'organisation. Mais il y avait des agents de la BER qui ont infiltré des maquis. Et j'ai trouvé le cas, par exemple, qui infiltre un maquis de Saône-et-Loire et qui va rester dans ce maquis plus de 6 mois, entre l'été 43 et le début 44. Et pendant ces 6 mois, chaque semaine, il écrit à son traitant, c'est-à-dire la BER qu'il emploie à Dijon, il écrit des rapports très précis sur ce qu'il fait, sur ce qu'il voit, sur les activités du maquis, etc. Et on voyait comment un fond de la répression peut permettre en réalité d'abord de comprendre la répression, l'infiltration, etc., mais surtout d'obtenir des documents de première main qui racontent de façon très descriptive ce qu'était concrètement la vie de maquisard. Oui, parce qu'en creux, et ça c'est des choses qui sont intéressantes dans l'historiographie actuelle sur cette période et sur Vichy, sur l'occupation, c'est qu'en creux, l'histoire du maquisard, il y a l'histoire de ce qui se passe en face. Voilà, ça aussi j'ai trouvé que c'était une chose très intéressante, parce qu'on a l'histoire du maquis et la geste maquisarde, mais là on a l'histoire permanente. Bien sûr, ce que j'appelle la lutte contre les bandes. Voilà, sur l'interaction. D'ailleurs la terminologie allemande, hein. Mais il y a évidemment, c'est très important à prendre en compte, parce que la traque a aussi fait partie du quotidien des maquisards. De même que la peur de voir le camp attaqué à n'importe quel moment. Et ça fait partie de l'expérience de ces jeunes qui étaient au maquis. Et ça explique aussi les conditions extrêmement dures sur un plan moral auxquelles ils ont été soumis. Je crois qu'on va s'arrêter là en fait.